Abdelhamid Bakhta, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation du Journal du Coin dans le cadre de Surfing Bitcoin 2022. Bonjour, merci à vous. Alors tu es très connu de l'écosystème crypto et tu es souvent passé sur la chaîne du Journal du Coin, donc je ne vais pas te faire l'offense de te demander une longue présentation, mais est-ce que tu peux rapidement quand même dire qu'est-ce que tu fais, quel est ton parcours? Ouais, très bien. Alors je suis issu d'un cursus d'ingénieur en informatique, spécialité monétique et sécurité des systèmes. Ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans dans une start-up fintech dans le monde du paiement bancaire, etc. Donc avec comme client des banques, etc. Donc j'ai commencé par travailler avec les banques avant de vouloir les combattre. Et ensuite, en gros, je suis tombé amoureux de Bitcoin, puis Ethereum. C'était vraiment au moment de la découverte d'Ethereum que j'ai eu une grosse révélation. Quelle période du coup Là, on a vraiment la grosse révélation de 2015, au tout début d'Ethereum. Révélation, et je me disais, oui, je veux travailler dans cet écosystème et tout. Et du coup, j'ai décidé de quitter mon ancienne entreprise et j'ai rejoint Consensus. Donc j'ai été Ethereum Core Developer pendant 4 ans chez Consensus. Et ensuite, du coup, j'ai fait un petit peu joujou sur d'autres écosystèmes, notamment sur Cosmos. J'ai bossé 1 an sur un projet Cosmos. Ensuite, j'avais la nostalgie de Ethereum et j'ai décidé de revenir. J'ai cofondé un projet sur Starknet, du coup, qui s'appelle OnlyDust. Et ensuite, là, très récemment, j'ai rejoint Starkware, du coup, l'entreprise Starkware. Ok, très récemment, ok. Bon, on va y revenir, mais tu parles beaucoup d'Ethereum, du coup, qu'est-ce que tu fais dans l'antre du maximalisme Bitcoin Très bonne question, ouais. Du coup, c'est assez marrant parce qu'en fait, moi, j'aime à dire que je suis un Bitcoin maxi et un Ethereum maxi. Okay. J'aime à croire qu'en fait, on est dans le même bateau, entre guillemets, et qu'on mène le même combat de manière un peu différente. Et je pense que les différences de la façon dont sont exécutés les deux protocoles ont du sens, et ce qui fait que l'écosystème dans son ensemble en est que renforcé grâce à cette diversité. Mais c'est vrai que dans la tête des gens, je viens dans la fosse au lion, en territoire ennemi, etc. Et je pense que pour beaucoup de Bitcoin maximalistes, effectivement, ils me considèrent un petit peu entre gros guillemets comme leur ennemi. Mais moi non, je les considère comme ma famille. Et c'est assez marrant de voir ce clivage. Et j'essaye un peu d'apporter de la nuance dans le débat, en fait, de dire que l'un comme l'autre ont des avantages et inconvénients. Justement, il y a eu plein de débats au cours de cette édition de Surfing Bitcoin. On s'est ouvert à des sujets un petit peu extérieurs à Bitcoin, notamment débat Proof of Work, Proof of Stake ce matin auquel tu as participé. Tant que c'est chaud, là, est-ce que tu peux revenir pour nos auditeurs un petit peu sur ce qui a été dit, ton avis, les points, faire le point un peu sur les plus, les moins. Oui, très bien. Ouais, donc on a beaucoup parlé justement de les différences entre le Proof of Work, donc la preuve de travail, et le Proof of Stake, la preuve d'enjeu. Et notamment du fait que Ethereum est en phase de faire sa transition et passer du Proof of Work au Proof of Stake, avec le fameux événement tant attendu qui est The Merge, qui va arriver aux alentours. Événement de plusieurs années d'attente. Plusieurs années d'attente, c'est un événement historique, c'est une prouesse technique incroyable et à la fois un énorme risque. Donc il y a beaucoup d'attentes autour de ça et de qu'est-ce qui va se passer, donc ça va être assez intéressant de suivre. Donc c'est pour ça qu'on a abordé les sujets de ces différences de consensus, quels sont les avantages et inconvénients, et les points importants qui en sont ressortis et sur lesquels on a essayé de les comparer, c'était notamment sur la sécurité, la résistance à la censure, qui est un sujet extrêmement d'actualité avec l'affaire Tornado Cash, etc. On va sans doute y revenir un peu plus tard. Et donc on a parlé de la sécurité, des points de centralisation des deux côtés, par exemple le point de centralisation du minage sur Bitcoin, la centralisation des validateurs par certains acteurs centralisés sur le Proof of Stake. Ma conclusion personnelle, et c'est ce que je pensais au tout début, c'est qu'aucun des deux systèmes n'est parfait. Ils ont tous, l'un comme l'autre, des forces et des inconvénients. Et j'aime à croire que justement le fait que Ethereum passe en Proof of Stake est une bonne chose, parce qu'on aura deux protocoles avec des vecteurs d'attaque différents, et ce qui fait que le tout sera plus résistant aux attaques des gouvernements, etc. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le merge justement auquel tu as fait référence? Alors, tu as raison, c'est un événement clé pour l'avenir du secteur. À quoi ça correspond techniquement parlant? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail technique pour nos auditeurs, mais revenir un petit peu sur les enjeux techniques de la transition. Oui, complètement. Donc, l'enjeu, en passant au Proof of Stake, donc il y a plein d'enjeux, mais notamment des choses qui vont être intéressantes à surveiller. C'est sur le côté que le Proof of Stake est extrêmement moins consommateur d'énergie, etc. Donc, ça donne un petit côté green à Ethereum après le passage au Proof of Stake. Moi, je suis curieux de voir l'impact que ça va avoir sur les institutionnels. J'imagine que beaucoup étaient un peu réfractaires à utiliser Ethereum à cause de ça. Est-ce que ça va ouvrir, créer un déclic et les débloquer par rapport à ça? Est-ce qu'on va avoir une vague massive d'institutionnels, de grosses entreprises qui
parce que Ethereum maintenant est green, vont vouloir utiliser. Il y a un gros débat voilà, sur l'impact énergétique du Proof of Work qui est sur Bitcoin. Maintenant, sans doute que beaucoup en effet d'institutions, d'entreprises, etc. vont juste regarder l'arbre qui cache la forêt, pas essayer de chercher la subtilité du Proof of Work. Oui. Et c'est un argument pour Ethereum sur le Proof of Stake, donc tu as bien raison. Et à part ça, il faut bien comprendre que cette transition au Proof of Stake, finalement, ce n'est qu'un prétexte pour la suite de la roadmap d'Ethereum. Et c'est ça qu'il faut voir. C'était une étape obligée. Maintenant qu'on le fait, en gros, on s'approche de la vision Ethereum 2 initialement. Bon, le terme est un peu changé, etc. Mais c'est un point clé de l'exécution de la roadmap d'Ethereum sur les 5 à 10 prochaines années. Et donc, c'est extrêmement important que ça se passe bien, etc. Et d'un point de vue technique, l'idée, c'est de dire que on a, depuis un certain temps, maintenant presque 2 ans, on a la Beacon Chain d'un côté sur Ethereum, qui est déjà actif. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette chaîne où il se passe le Proof of Stake, où les gens vont déposer les validateurs, elle tourne déjà depuis un long moment. Mais par contre, il n'y a pas de transaction qui s'exécute dessus. Donc les transactions sont exécutées sur la chaîne qu'on connaît actuellement de Ethereum. Mais il y a déjà des Ethereum bloqués. Exactement, il y a déjà des Ethereum bloqués sur la chaîne en Proof of Stake. Donc l'idée, c'était de déposer des Ethers sur un contrat de Ethereum 1, entre guillemets, et les récupérer sur la chaîne Ethereum 2 pour faire de la validation. Et l'idée, c'est de conserver une seule chaîne dans laquelle il va y avoir à la fois l'exécution et la partie consensus. Et donc les transactions que les utilisateurs vont faire vont être maintenant sur la Beacon Chain, inclus dans des blocs, etc. Et ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Il n'y a rien à faire. En termes d'expérience utilisateur, c'est complètement transparent. Pour les applicatifs, les smart contracts, c'est transparent, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Au moins, c'est un changement qui ne va pas casser les choses. Et l'idée, c'est vraiment de faire ça sans douleur et que ce soit vraiment sans coupure aussi. C'est vraiment dans la continuité. C'est bien que tu dises ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais qu'est-ce qui va se passer le jour du merge? Est-ce que je vais devoir changer de wallet? Tu vois, exactement. Donc, non, c'est bien. Intéressant que tu dises ça. Complètement transparent du coup. J'imagine du coup qu'il y a quand même des risques à tout ça. Alors bon, on a les testnets qui ont déjà passé le cap. Voilà. Mais est-ce que tu es confiant sur la réussite du merge? Je veux dire, voilà, malgré ces éventuels risques. Et s'il y a des risques, lesquels sont-ils? Qu'est-ce qui pourrait se passer mal, entre guillemets? Est-ce que je suis confiant? Oui, je suis extrêmement confiant de plus en plus. Je pense qu'on est arrivé à un stade où, comme tu l'as dit, les testnets ont vraiment battle-testé ce changement. On a découvert plein de bugs qui ont été corrigés. Maintenant, est-ce qu'il subsiste des risques? Oui, très clairement, il subsiste toujours des risques. Les risques sont des bugs non découverts durant les phases de test. Le risque est, entre guillemets, à la fois amplifié et mitigé par le fait qu'il y a plusieurs implémentations sur Ethereum à la différence de Bitcoin. Donc plusieurs équipes, plusieurs entreprises différentes qui travaillent sur des implémentations du protocole. Et peut-être que du coup, il y aurait sur des cas particuliers qu'on n'a pas identifiés des différences d'interprétation du protocole et qui pourraient découler. Le risque, en gros, c'est qu'il y ait plusieurs forks, en fait, et que les chaînes se splitent. C'est déjà arrivé, il ne faut pas dramatiser. Si ça arrive, le fait qu'on ait une diversité, justement, est aussi une mitigation parce que plusieurs fois, c'est arrivé. Et le fait qu'on ait plusieurs implémentations, ça a sauvé, entre guillemets, le réseau. Cas extrême d'un bug qui serait découvert et qui fait qu'il y aura un vrai problème, etc., il peut y avoir une peur sur les marchés, ça c'est indéniable. Maintenant, des solutions techniques, on en a. On a déjà été capable de corriger des bugs très rapidement, même sur le mainnet, et de réagir en catastrophe. Maintenant, peut-être que comme c'est un changement extrêmement tendu, ça a mis du temps, tout le monde l'a entendu. S'il y a le moindre accro, entre guillemets, peut-être que la peur des marchés va prendre le dessus et qu'il y aura un scénario catastrophe qui fait que même si on a une solution technique, ça ne suffira pas à redonner de la confiance. C'est ça le risque que j'y vois. Je pense que c'est un peu la crainte, c'est que le jour J, on ait des gens aussi peut-être qui profitent du manque d'informations sur ce qui se passe pour diffuser des informations négatives et que ça ait un impact sur les marchés. Donc je pense que le jour J, ça va secouer dans un sens ou dans l'autre, mais ça va secouer. Et un autre pseudo-risque ou quelque chose à surveiller, c'est qu'il va y avoir un fork. Un fork de Ethereum qui va rester en proof of work. Il y a des intérêts financiers à le maintenir pour certains acteurs, que ce soit pour les mineurs, parce que leur hardware, il ne va plus servir à rien, entre guillemets, ou alors ils vont devoir le revendre, etc. Donc il y a des intérêts. Ils auront du hardware disponible. Exactement, donc peut-être qu'ils vont essayer de faire subsister cette chaîne. Et il y a un autre type d'acteur pour qui il y a un intérêt économique à maintenir cette chaîne, les échanges centralisés, puisqu'en fait, ils génèrent des frais, peu importe. Voilà, exactement. Donc à surveiller, la spéculation. On double le volume, entre guillemets, en créant une chaîne. Exactement. Enfin, à court terme, au moins. À court terme. Sur le long terme, exactement. Autre chose. Mais à surveiller. Ok.
On a longtemps eu la narrative qui disait que Ethereum et Bitcoin n'étaient pas concurrents, voilà, qu'ils avaient chacun leur proposition de valeur bien distincte. Est-ce que c'est toujours vrai, en fait, avec notamment la mise à jour EIP 1559 sur laquelle tu as travaillé l'année dernière et l'impact aussi sur la politique monétaire que va avoir le merge pour les mois à venir, avec finalement un actif Ethereum qui va devenir un peu déflationniste. Donc est-ce que sur certains points, Ethereum rentre en concurrence aujourd'hui avec Bitcoin C'est une très bonne question et elle me tourmente parfois cette question. Dans le sens où, effectivement, moi j'aime à penser que Bitcoin et Ethereum sont complémentaires et pas concurrents. J'ai pendant longtemps voulu croire qu'on pouvait considérer l'asset ETH comme une vraie monnaie au même titre que Bitcoin. Ouais. Mais paradoxalement, le IP 1559, dont tu l'as dit, j'ai extrêmement beaucoup travaillé dessus. À la fois, elle fait de l'asset ETH une meilleure monnaie, parce qu'elle a des propriétés extrêmement intéressantes, mais en même temps, on a créé un précédent de changement de politique monétaire en cours de route. Ce qui fait que, est-ce qu'on peut toujours la catégoriser de hard money au même titre que Bitcoin? Je ne suis plus si sûr. Ok, c'est intéressant. Ouais, et à la fois, entre guillemets, ça m'a débloqué de me dire, ok, mais c'est pas grave finalement si ETH n'est pas une hard money, parce que ça a du sens pour plein d'autres choses qui ne sont pas une hard money. Et je trouve que c'est bien qu'on ait à la fois un store of value, une réserve de valeur avec Bitcoin, etc. Et ETH qui va servir à plein d'autres cas d'utilisation, etc. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme moi. Je pense qu'une grosse partie de la communauté Ethereum persiste à penser que ETH peut être considéré comme une hard money au même titre que Bitcoin. Je pense que j'ai un point de vue très minoritaire par rapport à ça. C'est intéressant. On a une actualité très très forte sur les sujets de décentralisation, censure, voilà, avec Tornado Cash, avec le poids des stablecoins aussi sur le réseau Ethereum. Comment tu vois les choses vis-à-vis de ça? Est-ce que finalement la décentralisation n'est pas un idéal qu'on n'atteindra jamais? Et est-ce que voilà, cette crise existentielle que peuvent connaître les protocoles blockchain, est-ce qu'on ne va pas se rendre compte que finalement la décentralisation, voilà, ça ne marche pas à 100%, quoi. J'ai encore envie de croire à cet idéal. Je ne veux pas l'abandonner parce qu'en fait, ça serait une extrême fatalité de me dire que le combat qu'on mène depuis le début est un échec. Ouais. J'ai pas envie de penser ça. Je pense que c'est pas perdu. Je pense qu'il y a des signaux qui montrent que c'est dangereux. On est dans un tournant. On est dans une étape charnière de l'histoire de notre écosystème. Il y a beaucoup de points sur lesquels il va falloir travailler. Tu l'as dit, l'importance du poids des stablecoins. Ça, c'est un gros problème. Parce que c'est ce qui a amené finalement le poids de la DeFi. Hein. C'est l'arrivée des stablecoins qui a permis aussi... Exactement. Paradoxalement, Ethereum, qui a beaucoup innové, a apporté beaucoup d'innovation grâce à la DeFi, etc. Mais ça a renforcé des points de centralisation et de la puissance à certains acteurs, comme les entreprises qui backent ces stablecoins, comme Circle pour l'USDC ou Tether pour l'USDT. Et ça, c'est un problème. Malheureusement, on a vu l'an passé... avec le fiasco de l'UST, que c'est pas facile d'avoir un stablecoin qui est 100% décentralisé. On voit aussi que le DAI finalement est soutenu par de l'USDC. Voilà. Donc, finalement, donc c'est pas facile. Comment s'affranchir de ça? C'est compliqué. En fait, le problème majeur, c'est que tant qu'on est dans un système où on est obligé d'avoir un référentiel en fiat, c'est problématique. Le jour où on s'affranchit de ça, on est capable d'avoir des systèmes d'acceptation à l'échelle de la planète qui nous permettent de ne pas avoir à raisonner en termes de fiat. Peut-être qu'on s'affranchira de ça, mais on n'en est pas du tout encore là. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on limite le pouvoir qu'ont ces acteurs? Comment on réfléchit à d'autres alternatives? C'est un vaste sujet. J'espère qu'on trouvera des solutions satisfaisantes, mais en effet, c'est un vrai problème. C'est peut-être un mal pour un bien aussi. Il y a plein de réflexions qui vont être menées aussi suite à ce qui se passe actuellement. Mais est-ce que finalement, l'un des enseignements de cette crise, est-ce que c'est pas que sans privacy, la décentralisation n'est pas possible? Oui, je pense clairement que là, on est à une étape qui montre... Moi, ça fait très longtemps que je pense que la privacy est fondamentale, etc. Mais on s'était rendu compte, moi très tôt, même dès que j'ai rejoint Consensus, avant d'être Ethereum Core Dev, en réalité, j'ai même travaillé sur un projet qui permettait d'apporter de la privacy, etc. Mais en fait, c'était trop tôt. Il n'y avait pas encore justement... C'est pour ça que j'aime bien ta façon de dire c'était un mal pour un bien, parce qu'il nous fallait des déclics, des déclencheurs qui nous montrent, bah si, c'est extrêmement important. Là, on a été drivé pendant ces dernières années par des incentives financières, par de la DeFi, beaucoup de spéculations qui ont un peu, entre guillemets, pollué et nous fait écarter des vraies choses importantes. Maintenant, grâce à ce déclic, j'espère que les utilisateurs vont prendre conscience de ça. Parce que le problème, c'est que tout est drivé finalement un petit peu par ce que apprécient les utilisateurs, exactement. Tant qu'il n'y a pas une forte demande pour de la privacy,
peu de gens ont des incentives financières à builder ces choses-là. Donc il y a un gros travail d'éducation pour faire comprendre l'intérêt, que ça n'est pas réservé aux criminels. Complètement. Donc là, c'est vraiment le moment d'appuyer fortement grâce à ça, avec des exemples concrets. De dire, voici les dérives que ça permet d'avoir quand on n'a pas de privacy, etc. Mais je suis extrêmement d'accord avec toi. Et j'espère qu'une des futures vagues, après ce qu'on a eu avec la DeFi et les NFT, ça sera la privacy. J'espère que la prochaine vague, ça sera vraiment ça. Ok. Tu travailles donc pour Starkware sur Starknet, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas bien sûr. Quelle est la solution Alors, donc, c'est lié justement à la transformation d'Ethereum. Donc, l'idée, c'est de se dire, on abandonne, entre guillemets, l'idée de se dire on est capable de faire tout sur le layer 1, donc sur Ethereum. On a voulu le faire avec le VM et de dire on peut exécuter des smart contracts, etc. Et on se rend compte que c'est pas possible de faire tout sur le layer 1. Donc on s'oriente vers ce qu'on appelle une architecture modulaire, donc qui est que plutôt de dire qu'on va essayer de remplir toutes les fonctions de la blockchain au sein d'une même couche, on va déporter certaines fonctions sur d'autres couches. Et notamment, on va déporter l'exécution. C'est-à-dire qu'on va faire de l'exécution des applicatifs en fait, que les utilisateurs vont utiliser sur des couches de seconde couche, enfin des layer 2 du coup, et soumettre des preuves de l'exécution au layer 1 Ethereum qui va être capable de vérifier si l'exécution s'est faite de manière honnête. Donc ça se fait grâce à la technologie des Zero Knowledge, donc des Zero Knowledge Proof. Il y a plusieurs types de Zero Knowledge Proof et Starkware est l'inventeur de l'une d'entre elles qui s'appelle les Stark. Donc c'est une invention mathématique qui permet d'exécuter un programme et de le prouver. Donc cette technologie permet de scaler, donc faire de l'exécution à grande échelle sur Ethereum. Il faut le voir en fait comme une extension d'Ethereum. À la différence de certaines solutions qui se revendiquaient des layers 2, comme des sidechains, comme Polygon, etc., qui en réalité ne sont pas des vrais layers 2, parce qu'ils ont leur propre mécanisme de consensus, ils ont leur propre sécurité, etc. Là où des ZK Rollup, donc cette fameuse solution qui permet de scaler l'exécution, sont des vrais layers 2 dans le sens où ils héritent de la sécurité et de la décentralisation du layer de base. Et c'est le meilleur moyen d'être capable d'avoir une exécution à grande échelle et pas chère. Donc rendre à nouveau Ethereum accessible à tous. Évidemment, c'est le but. Vitalik le disait, il ne faut pas que ça coûte plus de 5 centimes pour utiliser Ethereum. Et donc, on va y arriver grâce à ça. Et Starknet, qui est selon moi le ZK Rollup le plus prometteur et le plus mature à l'heure actuelle. Il y en a plusieurs. On peut en citer. Il y a ZK Sync, Scroll, Polygon qui a été très malin et qui a racheté plusieurs équipes qui travaillaient sur le ZK Rollup. Ils ont rattrapé 3 ans de R&D grâce à ça. Et ils ont été très, très malins. Donc, il y a plein de compétiteurs. C'est sain. Donc, c'est une bonne chose qu'il y a cette compétition. Mais voilà, en gros, Starknet, c'est un d'entre eux et qui est pour moi le plus mature à l'heure actuelle. Ok. Je rebondis sur ce que tu parles des systèmes Stark. On est à Surfing Bitcoin. Est-ce que tu penses que des systèmes Stark pourraient être des solutions de développement de scalabilité qui feraient concurrence à Lightning Network, par exemple, sur Bitcoin? Tu sais quoi, c'est mon doux rêve. C'est vraiment mon doux rêve. J'ai vraiment envie d'y croire. En fait, Mark Zeller... tu vois des avantages par rapport à Lightning? Oui, complètement. Je vais en parler. En gros, j'en parlais hier avec Mark Zeller. Il me disait c'est un combat noble mais perdu d'avance. Effectivement, je pense que c'est un combat perdu d'avance. Mais ce que je veux faire, c'est au moins provoquer quelque chose, une discussion, de dire OK, on a cette technologie-là, peu importe d'où elle vient, c'est une technologie mathématique qui a des propriétés extrêmement intéressantes qui pourraient être utilisées sur l'écosystème Bitcoin. Ne serait-ce que d'entamer ces discussions, etc., je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça pourrait apporter? Je pense que, comme ce que ça apporte sur Ethereum, un scaling, donc au même titre, comme tu disais, on peut le comparer un peu au Lightning Network. Je pense sincèrement que les ZK Rollups sont une solution bien plus élégante pour le scaling que Lightning Network. En fait, l'un des problèmes au Lightning Network, c'est que c'est difficile pour que l'activité économique du Lightning Network paye la sécurité du layer Bitcoin, là où il y a une directe relation entre l'usage sur un ZK Rollup et la sécurité qui est payée. Je m'explique. Les transactions que vous allez faire sur un ZK Rollup, les utilisateurs vont payer des frais. Et en fait, pour inclure les preuves sur le layer 1, le layer 2 va payer ses frais au layer 1, ce qui fait que ça va payer la sécurité. En fait. Le layer 2 va payer la sécurité. Et en fait, plus il va y avoir d'activité économique sur le layer 2, plus le budget de sécurité alloué au layer 1 va être grand. Et on manque un peu de cette capture sur Lightning Network. Donc je pense qu'on aurait une solution plus élégante pour avoir un hyperscaling à l'échelle planétaire de Bitcoin. Ensuite, il y aurait d'autres vertus à explorer cette option pour rendre Bitcoin general purpose, pour faire d'autres cas d'usage que le cas d'usage de paiement et de monnaie.
Il y a des initiatives qui sont en train d'être explorées sur Bitcoin comme RGB pour Sur Lightning, ouais. voilà, sur ouais, Lightning exactement, aussi. ouais. Et mais c'est une technologie qui a fait ses preuves à grande échelle. Les ZK Rollup. Donc, je pense qu'au moins, il faut explorer cette option. Ouais. Et même, de toute façon, même si RGB est une solution qui marchera, etc., de la même manière que je pense qu'il est sain d'avoir à la fois des Optimistic Rollup, des ZK Rollup et plusieurs ZK Rollup, il est sain d'avoir plusieurs. Bah, exactement. Bien sûr. Donc, je pense qu'en tout cas, il faut initier le débat, etc. Et moi, j'ai ce doux rêve et je travaille aussi sur comment on peut utiliser les Stark pour profiter à l'écosystème Bitcoin, mais sans changer Bitcoin, qui est beaucoup plus acceptable. Donc, j'ai démarré un proof of concept par rapport à ça et on explore des options. Bon, bah, l'avenir nous le dira. Peut-être qu'on aura une prochaine interview, un prochain Surfing Bitcoin. L'année prochaine, peut-être. Une présentation d'un. Complètement. Pour finir et conclure sur Starkware, quelles sont les prochaines étapes là l'actualité là aussi est très chargée. Qu'est-ce qui va se passer un peu pour Starkware Alors, les grandes étapes qui vont arriver, c'est le lancement du token. Donc, il y a eu l'annonce avec la tokenomics, etc. Le lancement du vrai mainnet. Donc là, on est en mainnet alpha. Donc, il y aura le lancement du vrai mainnet qui va arriver. La création de la Starknet Foundation de manière opérationnelle pour décentraliser la gouvernance du protocole. Et après, l'arrivée de tous les projets qui build sur Starknet, sur le mainnet, qui va entraîner de l'usage, etc. Donc ça, c'est quoi? C'est fin d'année? Fin d'année, Q1 2023, ouais, on est dans ces eaux-là. On est dans ces eaux-là, il y a encore des choses à fixer, mais on est dans ces eaux-là. Après, en permanence, il y a un travail sur l'amélioration des performances qui est constant, ça va toujours être le cas. Et sur la décentralisation des séquenceurs, le lancement du token était en grande partie lié à ça. Le fait de pouvoir dire il faut qu'il y ait d'autres acteurs que Starkware, que l'entité Starkware, qui soit capable d'exécuter des transactions sur le réseau et de créer des blocs. Et donc, il faut décentraliser les séquenceurs. Et donc, ça veut dire avoir des incentives. Et donc, c'est pour ça que le token est là. Une chose aussi que j'apprécie beaucoup dans la tokenomics, c'est qu'il y a un fort focus qui est fait sur les développeurs. Ouais. Il y a eu quelques frustrations d'utilisateurs de la communauté, de la communauté qui notamment liées à l'airdrop. Exactement, voilà, c'est ça. Des gens qui pensaient qu'en utilisant le bridge ou en faisant des choses, ils auraient un airdrop. Alors, sincèrement, dans absolument tous les projets ou les tutos, etc., c'était toujours marqué noir sur blanc, ne faites pas ça en espérant avoir airdrop. Vraiment, depuis le début, ça a été... C'est une règle générale, c'est une règle générale d'airdrop. Exactement. On en teste 100 pour en avoir un. Oui, complètement. Voilà, on tente et voilà. Ouais. Et là, Starkware assume de dire, il y en aura, mais pas tout de suite. C'est une question de timing, en fait. Moi, je pense que ça a du sens de d'abord privilégier les développeurs, les builders, qui, in fine, c'est eux qui vont apporter de la valeur à l'écosystème, qui, après, va profiter aux utilisateurs. Parce que, regardons l'approche opposée. Optimism, qui est un autre layer 2, ils ont alloué une grosse part de leur supply pour faire un airdrop. Mais le problème, c'est que les utilisateurs qui ont ça, la grande majorité, ce qu'ils ont fait, ils l'ont vendu. Voilà, ils l'ont vendu, pour être très clair. Encore plus en marché baissier. Encore plus en marché baissier. On prend le moindre... Exactement. Et ça n'a absolument apporté aucune valeur à l'écosystème. Là où nous, on se dit, d'abord, on va apporter des projets qui vont builder, etc. On les incentive à builder dessous. Et après, il y aura de la valeur dans l'écosystème. Et ensuite, on pourra potentiellement faire un airdrop pour les utilisateurs. Donc, je pense que c'est une question de timing. Et j'aime le fait qu'on assume de le faire dans cet ordre. Ok. Abdelhamid, merci. C'était très intéressant. Merci à toi, c'était très cool. Et puis, à bientôt. À bientôt. Il y a plein d'actualités. Complètement. Tu reviendras sur la chaîne du coup. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.